Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de l'actu, votre revue d'actualité, j'allais dire quotidienne mais plutôt régulière. Euh, Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui n'est pas du tout clivant, la crise des migrants à la frontière de la Pologne. Et nous allons pour cela lire un article de Vincent Génie dans Marianne. Crise des migrants à la frontière de la Pologne, l'Europe tarde, le Bélarus menace encore. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que des migrants qui sont majoritairement du Moyen-Orient, foutent en Biélorussie? Et bien justement, c'est le but de cet article. Le but, c'est de comprendre cela. Depuis une semaine, des centaines, voire des milliers de migrants issus du Moyen-Orient affluent à la frontière entre la Pologne, qui depuis mercredi soir a déployé plus de 10 000 soldats, et la Biélorussie. Une stratégie de l'autocrate Alexander Loukachenko pour faire pression sur l'Union européenne. Tandis que la tension grimpe, la réponse de Bruxelles tarde à venir. Depuis cet été, Bruxelles accuse la Biélorussie d'organiser l'importation de réfugiés issus du Moyen-Orient pour les envoyer dans l'Union européenne. Un stratagème du dictateur Alexander Loukachenko afin de faire pression sur les pays européens inquiets de l'évolution politique récente en Biélorussie. Donc pour rappel, Alexander Loukachenko, c'est un dictateur qui est au pouvoir depuis plus de bientôt 30 ans, 28, 29 ans, depuis 92, 93, 94, je ne saurais plus vous dire la date exactement. Mais voilà, qui dirige d'une main de fer la Biélorussie et qui est un dictateur sanguinaire. Ça, il n'y a aucun doute sur la question. Pour rappel, en août 2020, en effet, alors que le président autocrate se présente pour un 6e mandat, la rue se soulève contre lui. Des manifestations monstres sont organisées que le régime réprime aussitôt, arrêtant les opposants à tour de bras. Certains dénonceront des actes de torture et des aveux forcés, ce qui n'est pas une surprise. Après la réélection du dictateur, avec 80% des suffrages de 10 août 2020, la répression s'accentue. Svetlana Tikhanovskaya, candidate contre Loukachenko et femme du dissident Sergei Tikhanovsky. Pour ceux qui ne savent pas, en slave, Aya, c'est le féminin de ski. Donc en fait, elle a juste pris son nom de famille. Pour ceux qui ne l'avaient pas compris. Incarcérée depuis mai 2020, prend la fuite en Lituanie. De 21 mai 2021, un avion au départ d'Athènes et en direction de Vilnius est détourné par les Biélorusses. À son bord, Roman Protasevich, un dissident au régime, est directement incarcéré. Et on imagine suicider de 4 balles dans le dos. On connaît les méthodes des anciens soviétiques. Dans cet épisode, les Occidentaux ont pris des sanctions économiques contre le régime. Des financements européens à destination de Minsk sont gelés. Les États-Unis sanctionnent à leur tour 9 entreprises d'État. Puisque, pour ceux qui ne savent pas, l'économie biélorusse est encore relativement étatisée. Plus ou moins sur un modèle communiste, même si... surtout un modèle de corruption, voilà. Échec des sanctions. Quelle surprise! L'Union européenne ne sert à rien, elle met des sanctions qui ne servent à rien, et elles n'ont aucun effet. Je tombe des nues, messieurs, dames, je tombe des nues. Les pays occidentaux attendent du régime biélorusse qui s'engage à une transition démocratique, c'est vrai. Un dictateur sanguinaire qui règne depuis 28 ans, parce que un sombre ministre luxembourgeois va lui dire faut arrêter, hein. Démocratie maintenant. Le mec va faire ouais, c'est bon, j'ai peur, je me trempe dessus. Je mets la démocratie, ça n'a aucun effet. Attendons des gages comme la libération des opposants. Si l'impact des sanctions était de faire bouger la politique intérieure en Russie ou de protéger l'Union européenne des menaces de Loukachenko, on ne peut que constater que cela n'a pas fonctionné. Déclore Joséphine Staron, directrice des relations internationales au think tank Sinopia, spécialiste de la cohésion dans l'Union européenne. Ce think tank, il ne doit pas servir à grand chose parce que la cohésion, elle n'existe que dans leurs rêves. Donc, vous l'aurez compris, je ne suis pas un très grand partisan de l'Union européenne. Pour elle, les sanctions ne vont pas assez loin. Lorsque ce sont des sanctions de principe, il n'y a que peu d'impact. Il faut aller encore plus loin dans les sanctions économiques. Mais les 27 étaient bloqués par des positions divergentes. Il n'y a pas de consensus européen sur les décisions à prendre, poursuit Joséphine Staron. La Hongrie, tout comme la Pologne,
Le fameux... C'est-à-dire, les européistes, ils ont leur Gargamel, ils ont leur Dark Vador, leur Voldemort, c'est les Hongrois et les Polonais. Donc c'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, c'est la Hongrie et la Pologne. Voilà. Donc eux, ils s'opposaient à toute intervention, estimant que condamner plus lourdement la Biélorussie sur ses affaires intérieures pourrait se retourner contre eux. Tout à fait. Parce que pourquoi ils s'opposent à cela? Non pas parce que ce sont des méchants nationalistes, comme pourrait dire un ministre du gouvernement français, mais simplement parce que ils sont à la frontière avec la Biélorussie, surtout la Pologne, et la Hongrie n'est pas très loin derrière. Ce qui fait que les migrants qui sont là, s'il y a des sanctions qui sont trop fortes, eh ben, ils les récupèrent en fait. Et on connaît tous la politique migratoire de la Hongrie et de la Pologne qui est zéro migrant. Donc, dans la cohérence de ce qu'ils font, et sûrement par peur, ils refusent d'appliquer cela. Voilà. Toutes les décisions, généralement, dans un cadre géopolitique, sont motivées. C'est-à-dire, il y a une raison qui est soit idéologique, soit la raison d'État. Il y a toujours une raison. Il ne faut pas écouter le discours médiatique qui revient à dire qu'il y a des gentils, il y a des méchants. Les gentils et les méchants, ça n'existe pas dans la politique, et encore moins dans la diplomatie. L'immigration fera-t-elle céder ces récalcitrants? La spécialiste y voit au moins un point d'accroche avec des pays de l'Est frileux sur ces questions. Les scènes que nous voyons ne sont qu'un test. Loukachenko peut déverser bien plus de migrants en Pologne. J'aime bien le vocabulaire. N'oubliez quand même pas qu'on parle d'êtres humains. Donc déverser. Heureusement qu'il y a les parenthèses. Il sera intéressant de voir si elle en appelle à l'Union européenne pour la protéger. Oui, ils ont mis 10 000 soldats, donc... en fait, je ne vois pas ce que l'Union européenne peut faire sur cette question. Peut-être, très ironiquement, les Polonais demanderont à partager les migrants qu'ils ont refusé de partager depuis des années. Ce serait la belle ironie du sort qui, généralement, est toujours très bonne en politique. Reste à voir ce qui est possible de faire. La Commission s'est toujours opposée à financer un mur en réaction aux crises migratoires. De toute façon, généralement, les murs sont rarement efficaces. Une réponse à coordonner. Face à la crise, Horst Seehofer, ministre de l'Intérieur allemand, bien sûr, on donne toujours d'abord l'opinion du maître de l'Allemagne, estime que la Pologne ou l'Allemagne ne peuvent pas faire face toutes seules. Je ne vois pas ce que l'Allemagne vient faire dans la question, mais bon. Et d'ajouter que c'est l'affaire de la Commission européenne d'aider la Pologne à sécuriser sa frontière extérieure. Oui, normalement, c'est la mission de l'Union européenne. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a plus de frontières intérieures. Mais le problème, c'est que les frontières extérieures ne sont pas non plus surveillées, ce qui fait que c'est du grand n'importe quoi. Mais bref, ce n'est pas la question. En ne communiquant pas clairement sur la réponse à apporter, l'Allemagne rappelle que ce n'est plus à elle de se positionner car le pays est en pleine recomposition politique. En gros, traduction de vocabulaire de politicien, ils s'en battent les couilles. Voilà, souligne le spécialiste. Une manière de se défausser, de laisser en berne ces sujets pour le gouvernement à venir. Voilà. En gros, la CDU du parti de Merkel qui vient de se faire jarter du pouvoir, ils ne veulent pas s'impliquer sur la question et laissent le sujet à leur successeur, sûrement du SPD, qui est le parti socialiste allemand. Ce qui est une manière de se défausser, de laisser en berne ces sujets pour le gouvernement à venir. Ce qui est un vrai problème pour le reste de l'Europe, car tout s'accélère pendant que l'on reste suspendu à la formation d'un nouveau gouvernement en Allemagne. Eh bien écoutez, si on avait des politiciens compétents et qui étaient surtout souverains dans leurs décisions, ils ne seraient pas obligés d'attendre qu'une coalition se forme en Allemagne qui de toute façon mènera la même politique que celle menée par Merkel depuis 15 ans, c'est-à-dire une politique catastrophique en termes économiques et sociaux, mais que tout le monde suit parce que l'Allemagne c'est beau. La logique chez nos élites est un concept assez spécial. Ce mardi 8 novembre, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, allemande elle aussi, a lancé l'idée de s'attaquer aux compagnies aériennes qui amènent des réfugiés du Moyen-Orient en Biélorussie, qui leur accordent des visas de séjour courts. Ce qui n'est pas une idée complètement
déconnante. Le quotidien Libération évoque 2 hubs au Moyen-Orient d'où viennent les migrants, Dubaï et Istanbul. Oh, quelle surprise! Istanbul. Ce n'est pas justement Recep Tayyip Erdogan qui essaie de se séparer des migrants que l'Union européenne paye des milliards chaque année pour conserver des millions de Syriens sur son territoire et qui chercherait à s'en débarrasser en les envoyant en Biélorussie. Quelle surprise, mais quelle surprise! Il y a toujours ce que j'aime vraiment dans la géopolitique, c'est qu'il y a toujours ce genre de choses un peu cachées, qui ne sont pas assumées, mais qu'on voit venir à des kilomètres. L'Union européenne, en faisant pression sur Bagdad, a réussi à stopper les vols en provenance d'Irak, mais de nouvelles liaisons quotidiennes devraient aussi ouvrir, notamment avec la Syrie. Le Liban est aussi dans le collimateur. En même temps, le Liban a un nombre de migrants qui est égal à 1/3 de sa population. On peut comprendre qu'il a envie d'en envoyer quelques-uns ailleurs. Depuis l'aéroport de Beyrouth, de nombreux candidats à l'aventure biélorusse, kurdes pour la plupart, on se demande pourquoi ils fuient. Ah oui, à cause de l'invasion du nord de la Syrie par l'armée turque, attendent le sésame d'un billet pour Minsk, première étape en direction de l'Union européenne, et plus précisément l'Allemagne, puisque on sait tous où ils veulent aller. Ils ne veulent pas aller habiter en Bulgarie, ça c'est connu, hein. Ils veulent aller en France, en Allemagne et auparavant au Royaume-Uni, mais désormais ce n'est plus le cas. Loukachenko tonne. Van der Leyen a proposé la création d'une liste noire de ses compagnies complices de Loukachenko. Une réponse possible, mais dont l'efficacité reste à mesurer. Ça veut dire que ce ne sera complètement inefficace. Des listes noires comme ça, ils en font tout le temps, et ça ne marche jamais. Tempère Daniel Ventura, maître de conférence à l'université Côte d'Azur, spécialiste du droit international. Cela n'enlèvera rien à la pression actuelle exercée par les migrants déjà à la frontière. C'est une stratégie très cynique de la part de Loukachenko. C'est effectivement le cas, oui, c'est une stratégie... Quand on se met de son point de vue, elle est loin d'être bête, puisque c'est l'un des seuls moyens de pression qu'il peut exercer sur l'Union européenne. Plus précisément sur la Pologne, parce que l'Union européenne, voilà, pas faire des discours creux, voilà. En 2019, l'autocrate a suspendu un accord de réadmission des migrants avec Bruxelles. Concrètement, Minsk ne reprend plus les migrants refoulés par les 27, qui ne sont pas les leurs, techniquement. Le spécialiste considère que la fin de cet accord, combiné à l'afflux migratoire, donne à Loukachenko un levier pour reprendre des discussions avec l'Union européenne. Tout simplement, il fait la même stratégie qu'Erdogan, c'est-à-dire... Je masse vers des centaines de milliers de migrants à ma frontière pour que vous ayez peur et pour pouvoir obtenir ce que je veux de vous. Et cette stratégie fonctionne à merveille avec la Turquie, donc pourquoi la Biélorussie ne l'essayerait pas? Comprenons qu'en face, ils ont des interlocuteurs désorganisés et relativement frileux. Ce jeudi, le président Bélarus, ça dépend, a affirmé jeudi que son pays répondrait à toute nouvelle sanction européenne liée à la crise des migrants. Nous chauffons l'Europe et il menace de fermer la frontière. Et qu'est-ce qui se passerait si nous coupions le gaz naturel qui va là-bas? Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que les pipelines de gaz russe passent par la Biélorussie, ils peuvent aussi très bien les couper. Je conseillerais donc aux dirigeants polonais, aux lituaniens et aux autres écervelés de réfléchir avant de parler. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc, pour moi, c'est une tentative de pression qui copie un peu ce qu'ont fait les Turcs avant lui. Et à voir où est-ce que cela va. Mais pour l'instant, je sens que ça va être aux dépens des migrants qui sont en Biélorussie. Et qu'ils vont juste se regarder en chien de faïence pendant des mois. À mes yeux... pas grand-chose ne va se passer à ce stade pour l'instant, mais nous suivrons cette affaire tous ensemble. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de la revue de l'actu. Salut!